Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Arnaud Chambrette, je suis infirmier en pratique avancée au centre hospitalier d'Auxerre dans Lyon. Donc, je travaille en cardiologie, hein. Mon activité principale, c'est la prise en charge des patients insuffisants cardiaques. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'infarctus, qui est une pathologie quand même qui est malheureusement assez courante, hein. Donc voilà, on va voir un petit peu les mécanismes, les symptômes et puis les actions qui peuvent être mises en place. Donc, on va déjà commencer par voir ce qu'est le syndrome coronarien aigu, l'infarctus du myocarde, quels en sont les symptômes, comment je suis pris en charge et pourquoi j'ai fait un infarctus. Et ça, c'est une question à laquelle il va falloir avoir une idée bien précise pour notamment prévenir la récidive. Alors déjà pour commencer, quelques petits chiffres sur le cœur et la fonction cardiaque. Donc le cœur c'est un muscle creux, une pompe à peu près de la taille du poing, qui est composé de deux, en fait c'est une double pompe, hein. Il y a deux circuits. Un qui est animé par le ventricule droit et un autre qui est animé par le ventricule gauche. Donc le cœur commence à battre in utero dès les premiers jours de vie et évidemment s'arrête jusqu'à la fin, hein. C'est vraiment quelque chose qui bat tout au long de la vie, qui est une utilisation continue tout au long de la vie. Le cœur, c'est quand même 100 000 battements par jour, hein. Donc voilà, multipliez ça sur le nombre d'années d'une vie et vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui fonctionne en permanence de manière très importante et c'est quand même 7000 litres de sang évacués, pompés, éjectés tous les jours. Donc après, la taille évidemment varie en fonction de la morphologie, c'est un petit peu différente en fonction si on est un homme, si on est une femme. Après, elle varie aussi en fonction de la taille. Mais voilà, ce qu'il faut garder en tête, l'image que j'aime bien prendre, c'est quoi? C'est environ la grosseur du poing. Voilà, donc ça donne une bonne idée un petit peu de la morphologie du cœur. Donc c'est un muscle donc, qui est composé de plusieurs cavités qui sont irriguées notamment par des vaisseaux. Alors là, cette diapo-là, elle va reprendre les différents vaisseaux qu'on peut retrouver, en tout cas les principaux. Donc il y a l'aorte, hein, qui est le gros vaisseau qui se situe à la sortie du cœur, qui va être chargé d'envoyer tout le sang dans l'organisme. Et puis là, on va voir aussi ce qu'on appelle les artères coronaires, qui sont les petites artères qui vont venir irriguer le cœur. Donc il y en a plusieurs, hein. La principale, c'est celle qu'on appelle l'IVA, donc l'artère interventriculaire antérieure. C'est celle qui va envoyer le plus gros débit sanguin au niveau du cœur. Après, il y a d'autres irrigations qui se font par d'autres artères, comme la coronaire droite ou l'artère circonflexe. Après, on peut le voir, il y a plein de petites sous-artères, diagonales, marginales, et ce réseau, il va se diviser en troncs plus petits, en branches plus petites, jusqu'à arriver à des petits capillaires, et voilà, c'est à peu près 50% de l'irrigation se fait grâce à ces capillaires. Donc c'est vraiment les artères coronaires apportent un débit sanguin important, mais il ne faut pas négliger la microcirculation qui se fait au niveau du muscle cardiaque, qui est quasiment tout aussi importante. Donc petit zoom sur les artères coronaires, hein. Donc là on le voit bien sur le schéma, c'est les petits vaisseaux rouges qu'on voit qui irriguent le cœur de part et d'autre. Donc si on fait une coupe comme on voit ici à l'image. Donc c'est des vaisseaux qui sont de petit calibre, hein, c'est entre 3 et 5 mm, donc vraiment c'est des vaisseaux de tout petit calibre et qui vont avoir pour rôle d'amener le sang, donc l'oxygène et les nutriments au niveau du cœur, et c'est ce qui va permettre au cœur de puiser son énergie. Donc le rôle de ces coronaires, il est juste fondamental parce que voilà, c'est ce qui permet au cœur d'être irrigué et notamment de recevoir tous les nutriments. Donc c'est quand même hyper important. Donc là, on va prendre 2 petites minutes pour faire un petit peu le point sur la maladie coronaire, la maladie des artères coronaires qu'on appelle aussi l'athérosclérose. Donc là, on voit un vaisseau qui est plutôt sain, hein. Donc là, le calibre est de bonne taille. On voit les parois artérielles qui sont de constitution normale. Tout va bien, le sang circule bien normalement. Il n'y a pas de restriction. Alors, ce qui est intéressant de savoir, hein, par rapport à ces artères, c'est que l'intérieur de ces artères est constitué d'une fine couche de cellules qui ont une propriété que tous les autres tissus du corps n'ont pas, c'est que les plaquettes ne vont pas venir s'agréger entre elles. Vous savez, les plaquettes, hein, c'est les petits éléments du sang qui vont venir faire en sorte qu'elles vont s'agréger entre elles, il y a un caillot qui va se former, et ça, ce qui va permettre d'arrêter les saignements. Et cet endothélium, cette paroi endothéliale, elle a cette particularité de ne pas attirer les plaquettes, c'est-à-dire que tant que cette paroi est bien homogène et qu'elle n'est pas rompue, les plaquettes vont circuler librement et ne pas s'agréger. C'est le seul tissu du corps humain qui a cette propriété-là.
Sinon, dès qu'il y a une petite effraction, paf, les plaquettes viennent se mettre dessus, ça s'agrège, ça fait un thrombus et ça arrête l'hémorragie. Alors ça, c'est très bien en cas d'hémorragie, hein, mais le problème, c'est quand on a de la plaque qui se forme comme ici, voilà, ça peut être problématique. En fait, au fil des ans, l'artère, elle peut se détériorer, elle peut s'encrasser. Donc on le voit, hein, c'est surtout à cause du cholestérol, du mauvais cholestérol qu'on appelle le LDL, qui va venir s'infiltrer dans la paroi de l'artère et qui va provoquer une inflammation et qui va provoquer une plaque d'athérome. Alors après, dans la physiopathologie, il y a deux choses qui peuvent se passer. C'est-à-dire que, comme on voit là un petit peu à l'image sur les premières coupes, là, les trois premières artères, c'est soit vraiment les plaques d'athérome vont venir réduire le calibre de l'artère de manière très importante et venir gêner la circulation et boucher, soit il peut y avoir ce qu'on appelle un phénomène de rupture de plaque, c'est-à-dire que cette fine petite couche de cellules endothéliales dont on parlait juste avant, elle peut se rompre, mettre à nu la plaque d'athérome en dessous, et là par contre effectivement les plaquettes vont venir s'agréger dessus, et elles vont venir voilà, se mettre tout ensemble, provoquer un caillot, ce qu'on appelle un thrombus, et ça va boucher la plaque de l'artère. Voilà, c'est ce qu'on voit ici à l'image. Donc où là, on a déjà une belle réduction du calibre. Et ça va voilà, conduire jusqu'au thrombus, c'est-à-dire jusqu'au fait que l'artère se bouge. Donc, soit parce que le calibre se réduit jusqu'à un moment où ça se bouche. Alors, c'est généralement à ce moment-là, il y a des symptômes qui apparaissent au préalable, hein. C'est-à-dire que voilà, il commence à y avoir des gènes à l'effort avec des douleurs au niveau de la poitrine, ce qu'on appelle de l'angor à l'effort, c'est-à-dire des douleurs dans la poitrine quand il y a des efforts. On verra tout ça un petit peu après. Mais en tout cas, voilà, deux grands mécanismes. Voilà, soit le calibre se réduit petit à petit et on commence à avoir des symptômes, on peut s'en rendre compte. Soit il y a une rupture de plaque et là les choses vont très vite parce qu'on n'a pas eu forcément de symptômes au préalable, mais le fait que cette plaque va se fissurer, les plaquettes vont venir se mettre dessus et là c'est l'infarctus un peu soudain où il n'y a pas eu de signe forcément avant-coureur et ça malheureusement on peut pas forcément le prévoir au préalable. Donc bah là par rapport à notre cœur, hein, c'est sûr que si les coronaires viennent à se boucher, bah, du coup on va priver une partie du muscle et d'oxygène et de nutriments, et ce muscle il va se mettre en souffrance. Et c'est là qu'on a l'infarctus. Donc après, on peut avoir donc une nécrose des tissus qui peut arriver. Alors, des fois, il y a ce qu'on appelle une viabilité, des fois non, c'est-à-dire que des fois, le tissu a trop souffert et il ne récupérera pas, et des fois, le tissu a heureusement pas suffisamment souffert et le fait d'aller déboucher l'artère va permettre de récupérer de la fonction cardiaque. Donc il y a trois grands types de syndrome coronarien. Il y a l'angor instable, c'est ce qu'on expliquait vaguement juste avant, c'est-à-dire l'artère va se réduire de manière progressive, le calibre de l'artère va se réduire de manière progressive, et donc là va commencer à apparaître des symptômes, notamment à l'effort, avec des douleurs dans la poitrine qui commencent à l'effort, qui cèdent lorsqu'on se met au repos, et qui peuvent aller comme ça crescendo. Et puis après, il y a vraiment les événements vraiment aigus, donc avec ce qu'on appelle les enstémies ou stémies. En fait, tout ça, c'est un jargon médical pour savoir s'il y a un décalage du segment ST ou pas, ou un sous-décalage du segment ST. Ça, c'est des choses qu'on voit à l'électrocardiogramme et qui vont nous renseigner un petit peu sur le degré d'atteinte du muscle cardiaque. Parce que quand il y a une surélévation du segment ST, c'est qu'il y a une atteinte vraiment plus profonde du muscle. Et là, dans les deux cas, de toute façon, il y a urgence à les déboucher. Mais voilà, c'est pas tout à fait les mêmes facteurs pronostiques. Du coup, je vois sur le chat une question, est-ce que les plaques peuvent se réduire d'elles-mêmes? Non, normalement, une fois qu'elles sont constituées, elles peuvent pas se réduire. Par contre, on peut corriger, enfin, on peut limiter la progression des plaques en adaptant l'alimentation, l'hygiène de vie, pour les patients diabétiques, en stabilisant le diabète. Voilà, ça, par contre, après, on peut stabiliser l'évolution de la maladie en adoptant une hygiène de vie, des règles hygiéno-diététiques un peu plus adaptées. Pour rebondir là-dessus, Arnaud, enfin, j'avais vu justement que les statines, donc en plus de favoriser la réduction du LDL cholestérol, elles pouvaient aussi participer à stabiliser les plaques. Est-ce que tout à fait. c'est le cas? Oui, c'est tout à fait le cas, effectivement. Les statines, donc ça fait partie des traitements qui sont prescrits après un infarctus parce que
Après un infarctus, on demande des taux de cholestérol très très bas qui seraient quasiment impossibles d'atteindre sans médicaments pour le cholestérol. Et ces fameuses statines, non seulement effectivement elles vont baisser le taux de cholestérol LDL circulant, mais en plus elles vont avoir tendance à stabiliser les plaques et à éviter qu'elles ne se rompent. Donc voilà, il y a vraiment tout un processus et médicamenteux et surtout hygiéno-diététique pour réduire l'évolution des plaques et stabiliser ces plaques qui sont déjà constituées. Donc, un syndrome coronarien, est-ce que c'est grave? Évidemment, hein, c'est un infarctus. Hein. Donc, nous, on a un élément dans le jargon qui dit time is muscle. Donc, le temps, c'est du muscle, parce que plus on va aller vite, plus on va aller déboucher rapidement les artères coronaires et plus on va avoir un gain au niveau du muscle et au niveau de la contractilité. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très, très réactif dès l'apparition des premiers symptômes. Et moi qui fais de l'insuffisance cardiaque, malheureusement, dans mes patients, beaucoup de patients qui ont eu des premiers symptômes, qui se sont dit ça va passer, c'est rien, qui n'ont pas voulu faire le SAMU, qui n'ont pas voulu déranger, qui ont attendu et qui sont arrivés avec des infarctus tardifs constitués et avec un pronostic qui est malheureusement moins bon parce que le muscle a beaucoup souffert et il y a des grosses séquelles au niveau musculaire avec des zones complètes du cœur qui ne se contractent plus et donc avec de l'insuffisance cardiaque. Alors, qu'est-ce qu'un taux de LDL acceptable? Alors, en fait, ça va dépendre grandement des antécédents. C'est-à-dire que nous, on a un petit tableau qui prend en compte le tabagisme, la tension, l'âge, le sexe, tout ça, pour calculer un petit score. En gros, en l'absence d'antécédents cardiovasculaires total, s'il n'y a pas de tabac, s'il n'y a pas d'hypertension, ce genre de choses, jusqu'à voilà, jusqu'à 1 gramme, il n'y a pas de souci. Voilà, on peut, s'il y a même une absence complète de symptômes, jusqu'à 1 gramme et demi, il n'y a pas de souci. Après, quand il y a eu des antécédents, s'il y a eu un AVC par exemple, ou s'il y a un peu plus de risque vasculaire, si vous êtes un peu plus à haut risque, on va demander un cholestérol LDL en dessous de 0,7. Et si vous avez déjà fait un événement cardiovasculaire comme un infarctus, là on demande des taux très bas et on demande un cholestérol de LDL inférieur à 0,55. Donc c'est pas toujours évident d'obtenir ces taux de cholestérol, sans médicaments en tout cas. Donc souvent on met des statines, des fois ça suffit pas. Maintenant il y a une nouvelle génération de médicaments en injectables qui marchent très très bien, qui malheureusement coûtent un petit peu cher, donc c'est un petit peu compliqué à faire prescrire, mais en tout cas qui marchent très bien. En tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir quand on a eu des antécédents cardiovasculaires, 0,55. Voilà, c'est un taux qui est très bas, qui est un peu compliqué à atteindre, mais qui est pas impossible. Et puis, pour revenir là-dessus sur les complications de l'infarctus, hein, c'est quoi? C'est l'insuffisance cardiaque, donc le cœur qui se contracte plus suffisamment. Ça peut être des atteintes de valves cardiaques avec notamment des ruptures de piliers, par exemple, ce qui est quand même beaucoup plus rare. Mais en tout cas, on peut avoir des troubles du rythme, ça c'est déjà beaucoup plus fréquent, comme des palpitations, de l'arythmie, voire des troubles du rythme qui peuvent être un peu problématiques parce qu'elles peuvent aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Donc voilà, c'est quand même une pathologie qui est pas anodine, avec 9,3% de décès à 1 an. Hein. Donc, c'est pas un chiffre anodin, il n'est pas très élevé. En tout cas, c'est un chiffre qui se réduit considérablement si, justement, on adopte de bonnes règles gyno-diététiques avec une adaptation du cholestérol. Si on prévient bien les facteurs de risque cardiovasculaire, le risque de récidive il redescend de manière significative. Merci déjà Arnaud pour toutes ces informations. Donc si on récapitule, du coup l'infarctus, le syndrome coronarien aigu, c'est la conséquence d'une maladie, la maladie des artères, qui vient du coup boucher certaines artères et qui peut entraîner une nécrose, une mort du muscle cardiaque. Donc on a compris que c'était une maladie qui est grave, sur laquelle il faut réagir rapidement, mais pour réagir rapidement, encore faut-il détecter les symptômes. Et donc la question qui vient, c'est quels sont les symptômes qui permettent de repérer l'infarctus? Et je permets du coup de faire écho à une question qui est de dire est-ce que il y a toujours des symptômes ou est-ce qu'on peut aussi avoir un infarctus silencieux? L'infarctus silencieux, ça arrive, hein, ça arrive plus facilement chez les patients qui sont diabétiques parce qu'il y a des atteintes des nerfs, des neuropathies en fait qui changent le ressenti de la douleur. Donc ça arrive plus facilement chez les patients diabétiques, mais ça peut aussi arriver, c'est quand même plus rare chez les patients qui sont pas diabétiques. Mais on a voilà de temps en temps des patients chez qui on découvre un petit peu par hasard à l'échographie
des troubles de la cinétique, c'est-à-dire vraiment des endroits du cœur qui se contractent un petit peu moins bien. Et quand on questionne les patients, on dit bon, non, moi, je n'ai rien ressenti de particulier. Ça peut arriver, c'est plus rare. C'est quand même beaucoup plus rare. Alors, concernant les symptômes, elle est très très bien cette petite vidéo parce que moi, je peux vous dire, j'ai travaillé 10 ans aux urgences et en SAMU et quand on voit quelqu'un qui arrive comme ça en se tenant la poitrine, je peux vous dire que c'est pas un bon indicateur. C'est pas un bon indicateur parce que voilà, c'est vraiment typique les gens qui arrivent comme ça, qui se tiennent la poitrine comme ça, qui arrivent un peu courbés. Très souvent, c'est qu'il se passe quelque chose d'un point de vue cardiaque. Après, les symptômes, ils peuvent être un peu plus variés. Alors, traditionnellement, hein, la plupart du temps, le triptyque, voilà, l'ensemble de symptômes habituels qu'on a l'habitude de décrire, effectivement, c'est la douleur dans la poitrine, constrictive, c'est vraiment qui serre un petit peu en forme d'étau, qui va irradier dans le bras gauche et dans la mâchoire. Ça, c'est vraiment l'image un petit peu d'Épinal qu'on peut avoir du syndrome de la symptomatologie du syndrome coronarien. On sait que par exemple chez la femme, c'est déjà un peu moins vrai. C'est-à-dire que la femme va avoir des symptômes, généralement chez les femmes, il peut y avoir des symptômes qui sont un petit peu plus atypiques chez les femmes, chez les diabétiques, chez les personnes âgées, et qui peuvent plutôt prendre l'aspect de problèmes digestifs, voilà, plutôt à type de gastralgie ou vraiment de douleurs abdominales un peu bizarres qui radient un petit peu dans le dos, voire même des douleurs un peu projetées au niveau gynécologique. Vraiment, on peut revoir plutôt des tableaux de palpitations ou de fatigue inexpliquée. Vraiment, on peut avoir chez ces catégories de patients des symptômes qui sont vraiment très très différents que ce qu'on vous apprend d'habitude. Voilà, la douleur constrictive, bras gauche, mâchoire. Vraiment, on peut avoir des choses un peu plus atypiques et c'est pour ça que voilà, faut pas, pour le professionnel de santé qui travaille aux urgences, bah, maintenant ils sont quand même rodés parce que c'est des messages qui circulent quand même depuis plusieurs années maintenant, mais voilà, faut être un peu large et pas se limiter. Sur des symptômes qui peuvent paraître un peu bizarres, notamment chez les personnes âgées, surtout chez les femmes et chez les diabétiques. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut aller regarder. Et ben, comment réagir si la douleur se manifeste? Alors, si vous avez déjà fait un infarctus, souvent les patients se rappellent de cette douleur et du coup, si elle est évocatrice, ils vont tout de suite y penser. Après, voilà, il faut voir si c'est plus ou moins intense, surtout si ça survient au repos ou à l'effort. Donc, si ça intervient pendant l'effort, on arrête, on s'assoit, on s'allonge. Et puis, si ça a été prescrit au préalable, on peut utiliser un petit spray qu'on appelle de la trinitrine qui se pulvérise sous la langue. Donc surtout, il faut bien s'asseoir pour faire ça parce que du coup, ça peut faire baisser la tension de manière très rapide, donc ça peut provoquer des vertiges et des chutes. Mais on s'assoit, on pchit, on fait une pulvérisation sous la langue, on attend un petit peu, on voit si ça passe ou pas. Et si ça passe pas, on peut faire une deuxième pulvérisation. Si ça n'a pas passé, si c'est pas passé, il faut faire le 15. Si c'est passé, c'est bien de rester tranquille et quand même d'appeler son médecin traitant ou son cardiologue rapidement pour refaire le point avec lui. Voilà. Donc, de toute façon, dans les deux cas, il faudra en parler avec le médecin si jamais il y a eu voilà, des douleurs un petit peu constrictives ou qui font rappeler éventuellement un précédent syndrome coronarien. Et puis, ben, en cas de doute, surtout, on fait le 15. On fait le 15, vous aurez un médecin au bout du téléphone qui va vous poser quelques questions sur les symptômes, sur vos antécédents, et en cas de doute, il pourra envoyer quelqu'un pour vous prendre en charge, pour une prise en charge adaptée. Donc surtout, faut pas hésiter. Donc tu as parlé de bloc de branche. À quoi est-ce que ça correspond? Le bloc de branche, en fait, sur le cœur, on a vu les artères qui sont entre guillemets l'aspect plomberie. C'est-à-dire, c'est vraiment les tuyaux qui vont apporter les nutriments et l'oxygène, mais on n'a pas parlé effectivement de la partie électricité et du câblage du cœur. C'est-à-dire que le cœur, pour qu'il se contracte, il y a tout un système électrique qui est là. Et pour que l'influx nerveux qui prend naissance dans l'oreillette, qui va aller se répandre ensuite au niveau de ce qu'on appelle du septum, c'est-à-dire de la paroi entre les ventricules, et puis ensuite il va se séparer, cet influx nerveux, les branches vont se séparer pour aller innerver chaque ventricule. Il y a une branche à droite, une branche à gauche. Et donc, quand il y a un bloc de branche, en fait, c'est une petite atteinte du fil électrique à gauche, au niveau du ventricule gauche. Et ça peut être consécutif, effectivement, à un syndrome coronarien ou un infarctus.
parce que le muscle à ce niveau-là va avoir souffert, il va y avoir une souffrance, et il peut y avoir de manière séquelaire une petite atteinte des fibres électriques, et du coup l'influx nerveux peut passer moins bien, peut y avoir un retard de conduction à ce niveau-là, et c'est ce qu'on appelle un bloc de branche. Voilà, donc plus communément à gauche quand il y a un problème coronarien. D'ailleurs, dans les écoles ou dans les services, on nous dit là, voilà, l'apparition d'un bloc de branche gauche chez un patient, c'est un infarctus jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Donc c'est un peu la philosophie. Quand on découvre de manière fortuite un bloc de branche gauche chez un patient, on va aller justement aller regarder les coronaires pour voir s'il n'y a pas eu un infarctus qui pourrait être passé un petit peu sous les radars, silencieux. Comme on disait tout à l'heure, ça arrive plus rarement, mais ça arrive, surtout chez certaines catégories de personnes. Donc quand on trouve un bloc de branche gauche inexpliqué, on va aller regarder les coronaires. Très clair. Et une autre question aussi intéressante, donc est-ce qu'il y a un impact du stress sur l'apparition de l'infarctus? Et puis pour Bah, élargir un petit peu, on parle parfois aussi de crise de panique. On sait que dans certains cas, on peut se tromper de diagnostic en disant ah c'est une crise de panique, c'est pas un infarctus. Comment est-ce qu'on fait la différence? le stress, il a un impact significatif, hein. Clairement, c'est un facteur de risque important. Le stress, il va avoir un impact sur le cœur, hein. Voilà, le stress va provoquer de la tachycardie, l'augmentation des pressions artérielles. Enfin, vraiment, ça a un impact significatif sur le cœur. Donc, sur un cœur qui est un peu fragile ou qui est malade, effectivement, ça peut avoir un impact significatif. C'est un facteur de risque qui est à prendre en compte. Voilà, hein, il y a des patients qui sont soumis à des stress intenses chez qui on conseille de dire, ben voilà, maintenant essayez de prendre un peu du recul, alors que c'est pas toujours évident, hein. Il y a voilà, on va faire un travail qui soit très stressant. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps d'un patient qui est chef d'entreprise et qui me dit j'ai beaucoup de pression, j'ai beaucoup de stress au quotidien. Il a essayé de gérer un petit peu les deux, de ménager la chèvre et le chou pendant quelques mois. Puis là, il arrive au point où il dit ben, de toute façon, non, je pense qu'il va falloir que je prenne une décision un peu plus radicale et que je me retire un petit peu de l'entreprise. Voilà, que je délègue un petit peu plus et que je prenne du recul parce que le stress a un impact significatif. Ça va impacter la qualité du sommeil, ça va impacter l'alimentation, ça impacte énormément de choses. Et donc, du coup, c'est vraiment un facteur de risque à prendre en compte et qui est significatif. Donc, effectivement, réduire le stress, c'est important pour tout le monde. Et puis, par rapport à ce que tu disais, Hugo, comment faire la part des choses entre effectivement une attaque, enfin, un problème de stress, de l'angoisse et un syndrome coronarien, ben, ça va surtout se faire en fait au niveau des examens, hein. On va conclure effectivement à un problème de stress ou à une crise d'angoisse, un tableau de douleur thoracique chez qui on n'aura pas retrouvé d'anomalie à l'électrocardiogramme, d'anomalie à la biologie, d'anomalie à l'échocardiographie. Si tout revient normal et qu'il y a vraiment juste un problème de douleur thoracique, on va plutôt conclure à ça. Après, des fois, en grattant un petit peu, hein, c'est-à-dire simplement en prenant 2 minutes pour s'asseoir avec le patient ou la patiente, et puis un petit peu en grattant, en posant quelques questions. Quand on gratte le vernis, on se rend compte que le stress, voilà, on y arrive vite, quoi. On arrive vite à des patients qui vous disent, oui, ben, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un déménagement, j'ai un changement de travail, ça se passe pas bien avec mon conjoint, j'ai un parent qui est malade. Enfin, voilà, si on creuse un petit peu, on arrive vite à mettre ça en question. Après, ça ne doit pas dispenser effectivement d'examens cliniques et paracliniques, évidemment. Mais en tout cas, voilà, si ceux-ci reviennent négatifs, un électro normal, des troupes normales, une écho normale, on va plutôt se dire c'est l'angoisse, effectivement. Ok, donc si on doit récapituler, donc il faut être attentif aux symptômes. Donc en premier lieu, bah, la douleur à la poitrine qui est le symptôme typique. Mais parfois, bah, si on a des symptômes un peu plus étranges, des fatigues inhabituelles, douleurs au ventre, nausées, un seul réflexe, on appelle le 15. Donc bah, on imagine que le médecin au 15 bah, dit effectivement ah je suspecte quelque chose, il envoie l'ambulance. Comment ça se passe ensuite? Comment est-ce qu'on est pris en charge à l'hôpital? Effectivement, la prise en charge, elle se fait donc en urgence, alors entre guillemets, deux modes d'entrée, hein. Soit le patient est adressé directement aux urgences, soit c'est le SMUR qui va directement se déplacer. Alors, dans les deux cas, c'est juste un petit peu le mode de transport qui va différer, mais après, la prise en charge, elle est sensiblement la même. Donc, il va y avoir des examens complémentaires qui vont être faits, notamment avec un électrocardiogramme, parce que dans un syndrome coronarien, il va y avoir des modifications au niveau de cet électrocardiogramme.
On en a un petit peu parlé précédemment avec ce fameux segment ST qui est une petite portion de l'électrocardiogramme qui va se modifier pour les syndromes coronariens. Il y a aussi au niveau de la prise de sang hein, les troponines qui vont bouger. Et puis enfin, on va faire effectivement l'échographie pour voir ça. Donc au niveau de l'électrocardiogramme, tel qu'on le voit à l'écran, on peut avoir des petites subtilités au niveau de l'électrocardiogramme qui vont mettre la puce à l'oreille. Donc avec dans l'angor instable, hein, là, il y a une jolie coupe de l'artère où on voit que voilà, il y a une plaque d'athérome qui réduit un petit peu le calibre, mais de manière non significative. Donc les symptômes ils vont être intermittents et vont surtout être là quand il y aura un effort particulier, quand les besoins du cœur vont augmenter, le cœur, enfin, les artères vont avoir du mal à laisser passer suffisamment de sang, donc d'oxygène, et le cœur va commencer un petit peu à se mettre en souffrance, donc on va avoir des douleurs dans la poitrine qui apparaissent. Il n'y a pas de, il n'y a pas de grandes, il n'y a pas de grandes choses particulières aux examens. Si on fait un électrocardiogramme immédiatement, on peut avoir une onde T qui s'inverse et une partie de l'électrocardiogramme qui est un petit peu différent. Bon, voilà, il n'y a pas de choses significatives, il n'y aura pas de mouvement de troponine, c'est quelque chose vraiment qui est spontanément résolutif parce que dès que le patient va se mettre au repos, ça va passer, ça va diminuer et il n'y a pas de choses particulières. Le seul test qui peut être fait à ce moment-là, qui peut orienter, c'est ce qu'on a vu juste avant, c'est le test à la trinitrine, où effectivement on va faire une bouffée de trinitrine et la douleur va s'améliorer immédiatement après la prise de trinitrine, et sinon il n'y a pas grand-chose. Le NSTEMI, donc c'est ce qu'on appelait avant le SCA- avec le sous-décalage. On peut avoir une petite atteinte, alors qu'on ne voit pas trop là, mais une petite atteinte au niveau du segment ST à l'électrocardiogramme qui va sous-décaler un petit peu. Voilà, c'est une occlusion quand même qui reste partielle, avec sans atteinte profonde du cœur. Et puis par contre, on peut avoir le STEMI, donc ça c'est vraiment l'infarctus type comme on vous apprend dans l'école, avec une occlusion totale, vraiment une atteinte du muscle cardiaque importante qu'on a dit transmurale parce qu'elle va vraiment traverser le muscle de part en part. Et donc là, vous pouvez, entre guillemets, il y a vraiment des choses typiques qui vont vous sauter aux yeux si vous êtes professionnel de santé. Effectivement, c'est ce gros sus-décalage à l'électrocardiogramme hein, qui va d'ailleurs intervenir sur plusieurs dérivations continues, avec souvent l'effet inverse sur les dérivations opposées. Et puis, des mouvements de troponine hein, qui sont un marqueur sanguin typique du muscle de souffrance cardiaque, c'est-à-dire quand le muscle cardiaque va souffrir, va se nécroser, va libérer cette hormone, et donc il va augmenter de manière significative sur un STEMI, parce que vraiment il y a une atteinte transmurale. Ah voilà, le petit électro qui va bien, donc voilà le N-STEMI, donc avec le sous-décalage au niveau de l'électrocardiogramme. Donc pareil, hein, qu'on va retrouver sur plusieurs dérivations contiguës. Voilà, ça c'est des choses pareilles qui vont mettre la puce à l'oreille. Donc après, c'est quoi la prochaine étape? C'est la coronarographie, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tiny muscle. Hein, voilà, plus on va vite et plus on sait qu'on risque de mieux récupérer, qu'on a des chances de mieux récupérer au niveau cardiaque. Donc là, on le voit hein, sur la coronarographie. Alors moi, ça me saute aux yeux, c'est peut-être un peu moins évident, mais on voit au centre de l'image, vous avez une belle artère qui a un beau calibre, et puis tout d'un coup, vers le centre de l'image, on n'a plus qu'un petit cheveu exactement à ce niveau-là, et puis le calibre redevient normal après. Donc là, c'est une belle sténose. Voilà, là, on a déjà une occlusion serrée au niveau de l'IVA. Hein, donc là, c'est une atteinte significative. Donc après, il y a trois grandes méthodes pour aller déboucher. Soit on va directement injecter un produit pour aller dissoudre le caillot. En pratique, on n'aime pas trop. À part si vraiment on est loin dans la pampa et que la table de coraux, on a un infarctus massif qui se présente mal, que la table de coraux est loin, effectivement.
on peut faire ce genre de médicament. En pratique, on n'aime pas trop parce que c'est pas anodin quand même, hein. C'est contre-indiqué dans tout un tas de situations. Il y a quand même des risques ensuite d'événements indésirables qui sont importants. Donc, ce qu'il faut privilégier effectivement, c'est l'angioplastie, la pose de stent. Donc, c'est vraiment la coro où on va aller injecter de l'iode pour obtenir l'image qu'on voit à l'écran. On met en évidence les zones qui sont sténosées. Et si on peut, on va aller ou dilater en mettant un petit coup de ballon, c'est-à-dire on va juste aller dilater l'artère si c'est possible. Si la sténose est plus importante, on va aller mettre un stent, donc un genre de petit ressort qui va dilater l'artère et qui va augmenter la lumière. Et puis des fois, c'est pas possible. Là, par exemple, la slide là qui est à l'écran où on voit vraiment il y a juste un petit cheveu, donc là c'est vraiment le passage est tout petit, il y a un tout petit calibre. Je suis pas certain que le coronarographiste ait pu venir mettre un stent là-dessus tellement c'est fin. Et quand c'est comme ça ou quand il y a beaucoup d'atteintes à plusieurs endroits que ça se présente mal, on peut carrément faire un pontage. Et donc là on va vraiment aller prélever un vaisseau sur une autre partie du corps pour venir le mettre en dérivation et venir voilà, passer par-dessus ces zones qui sont rétrécies. Donc là, on voit bien en angioplastie donc avec pose de stent, hein. Donc on a le guide avec un ressort en fait qui est enroulé autour d'un petit ballon. Le coronarographiste va venir se mettre au niveau de la lésion. Il va dilater le ballon, le ressort s'expand et ensuite le ballon, on le dégonfle, on retire le guide et reste juste le petit ressort en fait qui va venir dilater la paroi de l'artère. Donc là, on le voit en live, hein, vraiment comment se met un stent. Voilà, donc ça se gonfle. Voilà, le ressort est étendu. Une fois qu'on en est là, on dégonfle le ballon, le stent, donc le ressort reste en place et on retire le guide. Alors des fois en pratique, hein, quand le coronarographiste fait ça, ça peut majorer sur le coup un petit peu les symptômes parce qu'on va couper la circulation pendant quelques secondes, donc ça peut provoquer une douleur à la poitrine, mais qui passe tout de suite parce qu'après il y a une reperfusion immédiate de la zone qui était en souffrance. Donc voilà, c'est vraiment, ça a changé du tout au tout la coronarographie, ça a vraiment amélioré les chances de survie dans les syndromes coronariens. Vraiment, c'est parce que c'est une intervention qui reste relativement simple, avec peu de suites et qui est immédiat, qui permet un gain vraiment important et immédiat. Donc c'est vraiment une bonne chose. Alors une question justement de vocabulaire. Quelle est la différence entre sténose et lésion? Donc tu as expliqué qu'on posait justement le stent au niveau de la sténose, au niveau de la lésion. C'est quoi une Ouais. sténose? C'est quoi une lésion? C'est la même chose, hein. En fait, on parle de lésion pour signifier une sténose, c'est-à-dire que quand la sténose, en fait, c'est ce qu'on voit là à l'écran, c'est-à-dire que c'est une partie qui est réduite. Donc là, ici, par une plaque de cholestérol, hein, c'est ce qu'on voit vraiment sur l'image du dessus. La sténose, c'est ça, c'est cette zone-là qui est rétrécie. Et donc, c'est une lésion, en fait. C'est une lésion de l'artère. On parle de lésion de l'artère coronaire parce que à ce niveau-là, elle est lésée. Il y a quelque chose qui gêne le bon passage. Mais voilà, en termes de vocabulaire, ça permet de désigner la même chose. Donc là, du coup, on a l'illustration vidéo de l'artère avec la circulation qui est rétablie grâce au stent. Et tu nous avais parlé aussi donc d'une autre manière éventuellement de réparer l'artère en cas de caillot, pontage, si tu veux nous en dire quelques mots dessus. Le pontage, hein, c'est en fait comme on voit à l'écran, on va aller chercher un autre vaisseau sur le corps humain. Souvent, c'est une artère au niveau du plexus. À ce niveau-là, et on va aller venir la mettre en dérivation, c'est-à-dire qu'on va directement la connecter sur l'aorte et on va venir shunter, c'est-à-dire on va venir contourner la zone qui est réduite pour rebrancher juste après. Et du coup, ça permet de rapporter l'irrigation en contournant une zone qui est réduite et qu'on ne peut pas traiter par angioplastie. Soit parce on est au niveau d'une bifurcation, par exemple,
C'est-à-dire qu'au niveau d'une zone où il y a deux artères coronaires qui se séparent, en fait, et donc on va pas pouvoir aller traiter cette zone-là parce que si jamais on met un stent ici, ça va gêner, ça risque de boucher l'autre branche. Et puis des fois, il y a des endroits où on ne peut pas passer, c'est tellement bouché où on peut pas forcément y aller. Alors aujourd'hui, il y a tout un tas de techniques qui ont été mises au point qui permettent d'aller déboucher plus en profondeur. Voilà, vous entendrez peut-être parler de shockwave ou de rotablator, c'est voilà, des nouvelles techniques qui permettent un petit peu mécaniquement d'aller faire déboucher tout ça. Mais des fois, c'est pas possible parce que, je sais pas, la lésion est trop importante, il faudrait mettre plusieurs stents contigus ou qu'il y a un embranchement avec une autre coronaire qui vient poser souci. Donc là, effectivement, on va plutôt privilégier le pontage. Bon, c'est une chirurgie qui est lourde, hein, c'est une opération à cœur ouvert, c'est la sternotomie, c'est-à-dire vraiment il faut ouvrir la poitrine, c'est quelque chose qui est pas anodin, mais qui se fait tous les jours en France, hein. On a tous les jours des dizaines et des dizaines de pontages qui sont effectués dans les grands centres de cardio-thoracique. Donc voilà, c'est une opération qui est aujourd'hui bien maîtrisée, qui a plus d'une trentaine d'années et qui se fait voilà, qui se fait en allant faire une dérivation, en allant contourner les zones qui sont bouchées pour rétablir une circulation au-delà, quoi. C'est ça exactement, il y a un bouchon sur l'autoroute, on prend la départementale pour arriver à la même destination en évitant de bouchons. Exactement. Donc une fois l'artère débouchée, bah, la vie reprend avec quelques ajustements pour préserver ces artères, ça c'est bien vrai. Donc la prise en charge aiguë est terminée, hein, voilà, on sort de cette phase aiguë, on est soigné mais pas guéri. Effectivement, c'est une très bonne formule parce que concrètement, on va rentrer dans la maladie chronique, hein, quand même, hein, c'est l'atteinte des coronaires comme ça. On rentre dans la coronaropathie, donc on rentre dans une maladie chronique où il va falloir mettre en place un traitement et des règles hygiéno-diététiques à vie. Donc, même si on a été débouché, même si on a des jolis ressorts et que les coronaires elles sont refaites à neuf, ben, il va quand même y avoir une prise en charge, une prise en soin qui continue, qui va notamment passer par le changement des habitudes de vie, hein, et surtout par la correction des facteurs de risque, donc l'alimentation, s'assurer qu'il n'y ait pas de diabète ou qu'il soit bien maîtrisé, qu'il n'y ait pas de cholestérol ou que ce soit bien maîtrisé. Voilà, c'est vraiment tout un tas de choses qui vont devoir être pris en charge. Et puis surtout, il va y avoir un traitement en fait qui va commencer, hein. C'est pour ça qu'on parle vraiment de maladie chronique parce que il y a un traitement qui va être prescrit. Alors dans l'état actuel des connaissances, ce sera à vie. C'est ce qu'on appelle le traitement basique. Basique, c'est pour bêta-bloquant, aspirine, statine, IEC et correction des facteurs de risque. Donc voilà, c'est un ensemble de médicaments qui est prescrit aux patients en sortie d'hospitalisation après un infarctus. Donc ça, il y a un autre atelier sur ce point-là, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, après un infarctus, on ressort, on a tout un tas de médicaments. Des fois, d'ailleurs, les patients ne comprennent pas bien. Des fois, voilà, il y a des patients que je revois en consulte qui me disent je ne comprends pas, on m'a prescrit des médicaments, est-ce que je vais les garder, pourquoi, comment? Donc on refait le point, on réexplique, hein, à quoi ils servent et surtout que c'est important de les garder, que c'est un traitement à vie. C'est important de se garder ça malheureusement en tête, c'est un traitement chronique comme de l'hypertension, comme du diabète. Et donc, du coup, c'est une prise en charge médicamenteuse à vie. Dernier point, pourquoi j'ai fait un infarctus? Donc là, pareil, on va essayer de répondre à ces questions, notamment pour éviter la récidive. Donc, quelques chiffres, hein. En France, il y a quand même 3 millions de personnes qui sont touchées par la maladie coronarienne. C'est énorme, hein. Les maladies cardiovasculaires sont en train de redevenir la première cause de mortalité en France et plus généralement en Occident. On observe vraiment un retour des maladies cardiovasculaires en force, hein. Alors, notamment par plusieurs choses, hein. Une sédentarité trop importante, on ne bouge pas assez, on ne fait pas assez de sport, on se nourrit mal. Il y a des facteurs environnementaux qui sont de plus en plus présents aussi. On est de plus en plus en contact avec des polluants dans l'air, dans l'eau, dans l'alimentation qui vont provoquer des états inflammatoires au niveau du corps et des stress oxydatifs importants. Donc voilà, tout ça fait qu'il y a de plus en plus de maladies cardiaques en France. C'est quand même 242 000 personnes hospitalisées pour une cardiopathie ischémique en 2022, hein, c'est quand même important. Et 130 000 hospitalisations pour un syndrome coronarien aigu. Donc c'est quand même énorme. Donc on parle toujours, peut-être qu'on vous avez entendu parler de causes modifiables et de causes qui ne sont pas modifiables. Alors, il y a des choses effectivement sur lesquelles on ne peut pas agir.
Ça, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, on peut pas faire grand-chose. C'est-à-dire que ça devient un facteur de risque. Le genre masculin, c'est un facteur de risque et surtout, c'est un facteur de risque plus précoce. C'est-à-dire que voilà, à partir de 55 ans, le fait d'être un homme, ça devient un facteur de risque. Chez la femme, ça décale un petit peu. Après, la femme, elle a des facteurs de risque qui lui sont propres aussi, qui est essentiellement au regard de la vie génitale. Voilà, l'apparition de règles précoces ou une ménopause tardive, par exemple, c'est des facteurs de risque et des facteurs de risque non modifiables, on ne peut pas y faire grand-chose. Les antécédents familiaux, ben voilà, hein, si papa ou tonton Gilbert il a fait un infarctus, malheureusement, ça pareil, on ne peut pas forcément agir dessus. Donc ça, malheureusement, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Mais la majorité des facteurs de risque, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir une action dessus. Ben, les principaux facteurs de risque, on les connaît malheureusement tous, hein, globalement dans les grandes lignes. Surtout le tabac. Hein, le tabac, c'est quelque chose vraiment, c'est un facteur de risque très important. Donc, il n'y a pas, pour le tabac, dans l'idéal, il n'y a pas 36 solutions. Hein. C'est l'arrêt total et définitif du tabac. Hein. Alors, des fois, j'en discute avec des patients qui avaient l'habitude voilà, de bien manger, de fumer, de boire un petit peu d'alcool, d'être un peu sédentaire. Alors des fois c'est compliqué hein, de tout mettre en place, donc on y va par étapes. On commence déjà par arrêter l'alcool par exemple, et puis après on modifie l'alimentation, puis une fois que ça s'est géré, on essaye d'arrêter le tabac, on y va un peu progressivement, mais c'est pas toujours facile. La sédentarité, c'est pareil, c'est aussi une des causes de l'augmentation de ces maladies sur le territoire français et plus généralement en Occident. C'est qu'on bouge pas assez et qu'on on fait pas assez d'activité physique. Euh, on parle de 50 minutes 3 fois par semaine. Voilà, c'est une activité, on va dire minimum. C'est vraiment le grand minimum qu'il faudrait faire, donc de la marche, du vélo, de la natation, une activité continue. Et malheureusement, pour la plupart d'entre nous, on en est loin. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a la main dessus. Le stress, comme on parlait tout à l'heure, c'est déjà moins facile à prévenir. Pas évident toujours parfois de prendre du temps pour soi, d'adapter son environnement de vie ou de travail, mais en tout cas, si on peut le faire, si on peut jouer dessus, il faut le faire parce que c'est vraiment un facteur de risque important. Juste une petite info pour le tabac, hein, quand même 80% des victimes d'infarctus de moins de 45 ans sont fumeurs. Et ça, je peux vous le dire, dans mon service, on fait ce qu'on appelle des staffs 3 fois par semaine, c'est-à-dire qu'on se réunit le matin et on parle de tous les patients qui sont hospitalisés, donc en cardio et en musique, qui sont intensifs de cardiologie. Et quand on a un jeune de moins de 45 ans, chaque fois, ça ne loupe pas. Hein, il y avait toujours un tabagisme, quasiment toujours un tabagisme associé. Le tabac, c'est vraiment un mauvais facteur pronostic. Donc vraiment, c'est ce qui a une chose à privilégier sur l'arrêt, c'est le tabac parce que vraiment, c'est très très mauvais. Ensuite, les autres principaux facteurs de risque, le surpoids, ça malheureusement, ça va un petit peu avec le reste. Le diabète, hein, ça c'est pareil, on peut pas forcément y faire grand-chose. On est diabétique ou on l'est pas. Par contre, après, ça, entre guillemets, à nous, hein, c'est un patient soignant, à faire en sorte que ce soit bien équilibré. Le cholestérol, hein, donc on en parlait tout à l'heure, donc voilà, il faut un suivi régulier avec un taux de LDL inférieur à 0,55 g par litre après un événement cardiovasculaire. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui devrait être screené et réglé, voilà, jugulé pour voilà, autant que possible. Donc on dit généralement en gros tous les 6 mois un petit contrôle biologique. Et puis deux autres aussi qu'il faut surveiller, comme le lait sur le feu, l'hypertension artérielle, parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui intervient souvent. Souvent, dans les syndromes coronariens, on se rend compte que les patients étaient hypertendus et surtout que l'hypertension n'était pas contrôlée. Donc voilà, c'est important que cette hypertension soit bien contrôlée avec des médicaments, faire attention au sel. Et puis l'apnée du sommeil, c'est quelque chose pareil qui est pas forcément assez recherché. Voilà, mettre en évidence un syndrome d'apnée du sommeil, éventuellement l'appareiller, et ça permet d'agir sur pas mal de choses au niveau cardiovasculaire. Ça prévient aussi notamment quand même le risque de troubles du rythme. Ça diminue les hypertensions réfractaires et puis ça améliore surtout la qualité de vie du patient, hein, parce que les patients se lèvent, ils sont moins fatigués, ils sont mieux oxygénés, donc ils retrouvent aussi une meilleure
un meilleur fonctionnement cognitif. Donc ça, c'est vraiment un gain qui est important. Donc vraiment, s'il y a un doute sur une apnée du sommeil, il faut faire le test pour pouvoir éventuellement adapter un appareillage. Et puis le reste, hein, ça va être vraiment, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Donc il faut voir le cardiologue au moins 1 ou 2 fois par an. Le médecin traitant tous les 3 mois, hein, c'est le médecin traitant notamment qui va refaire les ordonnances, s'assurer du bon suivi, éventuellement prescrire les bilans sanguins tous les 6 mois, c'est très bien. Et puis après, voilà, les leviers, ça va être bien prendre son traitement, une bonne observance, c'est fondamental. L'alimentation équilibrée, on adapte, hein. Moins de graisse animale, un peu plus de fibres, un peu plus de légumes. Voilà, pareil, on réduit les apports en glucides, hein. Ça prévient l'apparition du diabète et ça l'équilibre en cas de diabète. On met en place une activité physique régulière, on arrête tabac, hein, ça c'est total et définitif comme on l'a vu juste avant. On contrôle les autres facteurs de risque, diabète, l'hypertension artérielle, les dyslipidémies, voilà. On s'assure que tout est bien dans les règles. Et puis s'il y a un souci, on fait le 15 ou on appelle le médecin traitant ou son cardiologue. Voilà, donc prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur. Et puis voilà, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, l'infarctus, hein, c'est un événement aigu. Maintenant que la phase aiguë est passée, on reprend une vie normale en adaptant quelques petites choses. Et puis voilà, la vie est chouette. Merci beaucoup Arnaud pour toutes ces informations sur l'infarctus. Donc, comme ça a été dit sur le chat, donc effectivement, il y a d'autres ateliers également qui vont suivre. Donc, on se retrouvera lundi prochain, lundi 7 mai à 19 h pour parler activité physique, reprise de l'activité physique après un infarctus avec Grégoire Escrouzaille. Il y aura aussi un atelier le mercredi 14 mai sur accepter ma vie après l'infarctus, donc avec Sandrine Paul, psychologue. Et donc Arnaud en parlait. Donc cet atelier, il est conçu en miroir avec un second atelier qui est lui plus dédié aux médicaments, aux traitements basiques, à leurs effets et aux effets secondaires, qui lui aura lieu le mardi 20 mai à midi. Donc si jamais vous êtes intéressé pour en apprendre plus sur les médicaments, le traitement médicamenteux de l'infarctus, on vous donne rendez-vous le 20 mai à midi. Et enfin, dernière information, donc si vous souhaitez en apprendre plus sur les maladies cardiovasculaires, vos facteurs de risque, et travailler au quotidien sur améliorer vos habitudes de vie pour réduire le facteur de risque cardiovasculaire, vous pouvez télécharger gratuitement l'application Noctua sur iPhone ou sur Android et accéder à l'ensemble des contenus des différents ateliers ou vous inscrire aux prochains ateliers. Donc, merci à tous. Merci Arnaud. À bientôt pour un prochain atelier Noctua.